Ton histoire commence en 1584, pendant ce que les historiens appellent poliment une période compliquée au Japon, et que toi, si tu pouvais parler en tant que nouveau-né, tu aurais probablement qualifié de bordel absolu. L'ère Sengoku, ou l'époque des provinces en guerre, c'était moins les cérémonies du thé sophistiquées et plus qui pouvaient trahir le plus vite, mobiliser ses armées le plus rapidement et construire les plus grands châteaux. En gros, c'était la version japonaise médiévale d'un marché immobilier ultra compétitif. Sauf qu'au lieu de perdre une bataille d'enchères, tu perdais ta vie. Tu nais dans un petit village appelé Miyamoto, niché dans les collines accidentées de la province de Harima. Ta famille ne roule pas exactement sur l'or. Pas de couche en soie luxueuse pour toi. Plus probablement, tu étais emmailloté dans du tissu paysan qui gratte et tu recevais une cuillère en bois pour te défendre contre les brises froides. Félicitations. La vie te donne ta première arme d'entraînement à la naissance. Ton père, Shinman Munize, est un épéiste professionnel. Et par professionnel, on veut dire qu'il prend l'art de trancher des choses très au sérieux. C'est un homme dur, un professeur sévère et pas vraiment le genre de père à jouer à la balle dans le jardin. Non, son idée d'un moment privilégié avec son fils aurait été, tiens, une épée en bois, Musashi. Essaie de ne pas pleurer quand tu tombes. L'affection est rare, les éloges le sont encore plus, et les câlins doux sont pratiquement inexistants. Mais dans un monde brutal et impitoyable, la douceur pouvait te tuer. Ton père n'élevait pas un enfant. Il forgeait une arme. Dès le début, il y a une nature sauvage en toi. Tu n'es pas l'enfant propre et bien élevé qui s'incline poliment et mémorise des versets. Tu es bagarreur, indiscipliné et tu sens probablement la boule à moitié du temps. Pendant que les autres enfants jouent à chat, tu es probablement en train de trouver comment leur tendre une embuscade derrière un arbre et de déclarer victoire. Subtil présage de ta future carrière. En bref, dès l'instant où tu as ouvert les yeux dans le soleil japonais aveuglant, ton destin te chuchotait déjà à l'oreille. Tu n'étais pas destiné à vivre une vie tranquille et paisible. Tu étais destiné à te battre, à errer et à graver ton nom dans l'histoire, un joyau à la fois, de préférence en ayant l'air légèrement décoiffé. Et à en juger par l'état du pays, tu allais avoir beaucoup d'entraînement. Ton terrain de jeu n'est pas un champ herbeux ou une cour confortable. C'est la terre battue du village de Miyamoto, où le vent sent la fumée, l'acier et un peu trop le cheval. Oublie les berceuses et les contes de fées. Tes histoires du soir parlent de samouraïs héroïques qui fendent leurs ennemis en deux d'un seul coup. Ton mobile de berceau est probablement constitué de quelques épées rouillées qui pendent dangereusement du plafond. Dès l'instant où tu peux marcher, ou plutôt tituber comme un minuscule guerrier ivre, ton père Munize te fait tenir des épées d'entraînement. Pendant que les autres enfants apprennent à écrire des kanji simples, tu apprends à parer une estocade mortelle. Appelle ça une éducation non conventionnelle. Il n'y a pas de trophée de participation chez toi. Si tu perds un match d'entraînement, tu ne reçois pas de biscuits. Tu reçois un nouveau bleu et une conférence sur les raisons pour lesquelles l'hésitation équivaut à la mort. Munize est un homme dur. La légende raconte qu'il a gagné des joyaux officiels sous le shogunat Ashikaga, mais l'éducation des enfants n'était pas vraiment son point fort. Son amour est tranchant, pratique et délivré avec la subtilité d'un coup de canon. Des éloges? Peut-être une fois, quand tu n'es pas tombé à plat ventre après un coup violent. Sinon, le silence. Parce que dans son esprit, la survie est sa propre récompense. Et pourtant, quelque chose en toi s'épanouit sous cette pression. Pendant que les autres garçons rêvent de festin et de gloire, tu rêves de rythme de bataille, de prédire le prochain mouvement de ton adversaire avant qu'il ne le fasse. Tu ne vois pas l'épée comme une simple arme. Tu la vois comme une extension de toi-même, comme un battement de cœur de fer qui résonne dans tes mains. Tu n'es pas choyé. Tu n'es pas réconforté. Au lieu de cela, tu es aiguisé jour après jour brutal, comme une lame contre la pierre humide. Même en tant que garçon, tu commences à saisir la froide vérité de ton monde. La victoire ne consiste pas à être plus fort. Il s'agit d'être plus intelligent, plus rapide et juste un peu plus méchant que le type en face de toi. Les villageois chuchotent à ton sujet. Ce gamin sauvage avec un regard trop perçant pour son âge. Ce garçon qui ne pleure jamais quand il saigne. Certains secouent la tête. Certains approuvent avec respect. Mais une chose est claire. Au moment où tu es à peine adolescent, tu es déjà quelque chose de différent. Pas juste un garçon. Quelque chose de bien plus dangereux grandit en toi. Ça arrive quand tu as 13 ans, cet âge ingrat où la plupart des enfants essaient de comprendre comment attraper un poisson ou survivre à un concours d'orthographe. Toi, cependant,
tu te prépares à commettre un meurtre légalisé. Bienvenue au Japon féodal, où la puberté vient avec un accompagnement de combat à l'épée. Un samouraï itinérant nommé Armaki débarque en ville. Il vient d'une école d'arts martiaux locale et il est assez arrogant pour penser qu'un garçon de village n'oserait jamais le défier. Grosse erreur. Le mot se répand vite. Musashi va défier un vrai samouraï. Les villageois se rassemblent en chuchotant et en plaçant des paris discrets. Même ta propre famille te regarde comme on pourrait regarder un poulet qui marche dans un repère de renards. Ils s'attendent à un massacre. Ils s'attendent à ce que tu sois celui qui gît sur le sol, ensanglanté et embarrassé. Mais voilà le truc. Tu n'es pas intéressé à perdre. Tu as 13 ans, tu es bagarreur, furieux contre le monde et tu brandis une épée en bois qui sent encore le bois de chauffage. Ce n'est pas vraiment la matière des légendes héroïques. Pourtant, quand le duel commence, Armaki fait ce que font les épéistes chevronnés. Ils te sous-estiment. Peut-être est-ce ta taille. Peut-être est-ce le fait que tu as probablement encore de la terre étalée sur ton visage depuis ce matin. Grosse erreur numéro 2. Sans aucune révérence formelle ni discours dramatique, tu te jettes en avant, rapide, sauvage, instinct brut. Tu le prends par surprise, le percutant avec toute la grâce d'une avalanche. Avant que les villageois ne puissent halter, avant qu'Arma puisse même se ressaisir, il est au sol, gémissant, ensanglanté, humilié. Un samouraï adulte battu par un adolescent pieds nus brandissant une branche d'arbre glorifiée. Tu ne te contentes pas de gagner. Tu annonces au monde que Musashi n'est pas un nom à ignorer. C'est un nom à craindre. Bien sûr, la réaction de ton père est compliquée. Fierté? Peut-être. Soulagement? Certainement. Mais aussi un soupçon de peur, car même Munizé peut le voir maintenant. Le garçon qui l'a forgé commence à dépasser même ses attentes brutales. Quant à toi, tu ne ressens rien d'autre que de la clarté. Tu es né pour ça. Pas pour cultiver, pas pour te prosterner et te courber, mais pour te battre, pour vaincre, pour t'élever. Le premier sang a été versé. Et quelque part au fond de ton jeune cœur, tu réalises que ce ne sera pas le dernier. On pourrait penser qu'après ton premier duel public et ta victoire, la vie pourrait se calmer. Peut-être un apprentissage sympa. Peut-être un emploi stable à sculpter des sandales ou à réparer des toits. Tu sais, quelque chose de normal. Pas de chance. À 15 ans, tu prends une décision que la plupart des adultes n'oseraient pas prendre. Tu quittes la maison. Pas d'adieu larmoyant. Pas de panier repas préparé, juste une épée, une cape de voyage en lambeaux et un refus obstiné de vivre la vie de quelqu'un d'autre que la tienne. Tu deviens un vagabond, un ronin. Dans un monde où le statut est primordial, où être lié à un seigneur offre protection et but, tu ne choisis absolument rien de tout cela. C'est comme se pointer à un salon de l'emploi médiéval, renverser la table et se promener dans les bois en sifflant. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu sais que si tu te lies à la maison de quelqu'un d'autre, aux règles de quelqu'un d'autre, tu ne deviendras jamais le guerrier que tu es censé être. Tu n'es pas là pour jouer à la politique. Tu n'es pas là pour faire briller une armure et verser du saké pour un seigneur potelé. Tu es là pour maîtriser l'épée selon tes propres termes, ou pas du tout. Bien sûr, la vie de vagabond n'est pas exactement glamour. Tu dors sous les arbres, pas sous des dés de soie. Tu manges ce que tu peux trouver, ce qui signifie souvent du riz si tu as de la chance, de l'écorce si ce n'est pas le cas. Tes compagnons de voyage? Ce sont surtout des corbeaux, des chiens errants et un garçon paysan curieux qui chuchote de temps en temps, « Maman, pourquoi cet homme a-t-il l'air de ne pas s'être lavé depuis un an ?» Mais tu t'en fous. La nature sauvage devient ton dojo. Les rivières aiguisent tes sens. Le vent froid t'enseigne la patience mieux que n'importe quel vieux maître. Et à chaque kilomètre que tu parcours, tu te débarrasses d'un morceau du garçon que tu étais. L'enfant du village aux pieds boueux a disparu. L'adolescent ambitieux qui a battu un samouraï est toujours là, mais il se transforme en quelque chose de plus féroce. Tu commences à rechercher les dojos, à défier leurs meilleurs élèves en duel, en apprenant de chaque coup, de chaque échec, de chaque victoire. Tes compétences évoluent vite, trop vite pour que le monde continue de t'ignorer. Les gens commencent à chuchoter ton nom le long des routes poussiéreuses et dans les auberges enfumées. Il y a un ronin sauvage, là-bas. Un garçon avec une lame plus tranchante que l'esprit de la plupart des hommes. Et quelque part sur ces routes sans fin, une nouvelle pensée grandit en toi. Peut-être que l'épée n'est pas seulement faite pour tuer. Peut-être est-ce un chemin vers quelque chose de plus grand que la survie.
Tu dois juste continuer à marcher. S'il y a une chose qui te sépare des autres samouraïs de ton époque, c'est ceci, tu n'as pas du tout l'air d'en être un. Le samouraï typique entre en ville avec ses cheveux soigneusement huilés, son armure polie comme un miroir, ses épées rangées avec soin à sa hanche comme des badges d'honneur. Pendant ce temps, tu arrives en ayant l'air de t'être battu avec un ours. Et peut-être que tu l'as fait. Tes cheveux sont sauvages. Tes vêtements sont déchirés, tachés, parfois à moitié manquants. Tes pieds sont probablement boueux, certainement calleux. Tu n'es pas l'image soigneusement construite de l'élite des guerriers. Tu es quelque chose de plus rare, quelque chose de bien plus troublant. Tu ressembles moins à un samouraï courtois qu'à un loup sauvage qui a appris à marcher sur deux pattes et qui a en quelque sorte ramassé une épée en cours de route. Et les gens le remarquent. Oh, ils le remarquent. Au début, ils rient. Qui pourrait te prendre au sérieux? Tu as l'air plus apte à chasser les poulets qu'à affronter des guerriers chevronnés. Mais le rire se transforme en confusion. Puis en peur. Parce qu'une fois que tu dégaines ton épée, une fois que tu bouges, toute cette crasse, cette saleté et cette énergie sauvage se transforment en quelque chose d'effroyablement efficace. Pas de mouvements inutiles, pas d'hésitation, juste de la violence pure et sans filtre, délivrée avec la grâce d'un prédateur. Dans les duels, tu ne danses pas en rond en échangeant de jolies coupures par souci de cérémonie. Tu vas pour tuer. Vite, laid, définitif. Ce n'est pas déshonorant. C'est la survie. C'est la compréhension que les batailles ne sont pas gagnées par celui qui a l'air le plus beau en balançant son épée. Elles sont gagnées par celui qui s'en va en respirant encore. Les samouraïs polis? Ils sont encore en train de s'inquiéter de savoir si leur casque est droit. Tu es déjà à l'intérieur de leur garde, brisant leur fierté dans la poussière. Les rumeurs commencent à tourbillonner autour de toi comme des feuilles d'automne. Il se bat comme un démon. Il ne se bat pas pour gagner des points. Il se bat pour survivre. Si tu le vois, fuis dans l'autre sens. Tu deviens une légende urbaine, transmise de village en village, chuchotée autour d'un saké bon marché et de feux de camp. Mais tu te fous de la réputation. Tu te fous même de gagner la gloire. Tu ne te soucies que d'une seule chose, devenir meilleur, plus affûté, plus mortel. Parce qu'au fond de toi, tu sais que le monde n'est pas tendre avec les loups. Et seuls les plus féroces survivent. Avec la route comme maison et une épée comme oreiller, tu te plonges tête la première dans un nouveau passe-temps, défier des inconnus en combat mortel. Certains collectionnent des coquillages. Tu collectionnes des victoires, de préférence avant le déjeuner. C'est une stratégie simple. Entrer dans une nouvelle ville, trouver le dojo local ou l'épéiste le plus arrogant qui traîne, le défier en duel, gagner, passer à autre chose. Tu es comme une catastrophe naturelle à toi tout seul, laissant une traînée d'ego meurtri et d'os brisés partout où tu vas. S'il y avait un office de tourisme pour le Japon rural, il afficherait des panneaux d'avertissement, attention, Ronin sauvage traverse. Et le mieux, c'est que personne ne sait comment te gérer. Tu es trop imprévisible, trop brut. Tu ne te bats pas selon les règles, surtout parce que tu n'as probablement jamais lu le livre en premier lieu. Tu ne portes pas d'armure fantaisie. Tu ne t'inclines pas 6 fois avant de dégainer ta lame. Tu n'attends pas poliment que ton adversaire compose un haïku avant la première frappe. Non. Tu les évalues en un instant, tu trouves le chemin le plus rapide vers la victoire et tu l'empruntes. Brutal, efficace et sans excuse. Parfois, tu utilises une vraie épée, parfois un bâton en bois. Une fois, selon des légendes ultérieures, tu as battu un homme à mort avec un bateau aléatoire que tu as trouvé traînant. Parce que pour toi, il ne s'agit pas de l'arme. Il s'agit de l'esprit derrière. Et ton esprit est aussi tranchant que le fil d'un katana et 2 fois plus dangereux. À chaque duel, tu apprends non seulement la technique, mais aussi les gens. Comment ils télégraphient leur peur par des mains tremblantes. Comment leurs yeux s'écarquillent une fraction de seconde avant qu'ils ne frappent. Comment la fierté les rend toujours prévisibles. Tu ne te bats pas seulement contre des corps. Tu démantèles des esprits. À la fin de ton adolescence, ta colonne de victoire est ridicule. Plus de victoires que d'anniversaires, plus d'adversaires meurtris qu'il n'y a de saveur de saké. Tu ne restes pas pour te prélasser dans ta gloire. Pas de cérémonie de remise de trophées, pas de défilé. Tu acquiesces simplement une fois, tu marmonnes peut-être quelque chose de profond comme Bum et tu te diriges vers la prochaine route poussiéreuse, le prochain adversaire, la prochaine leçon. Parce que quelque part à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne te bats plus pour l'argent ou même pour la survie.
Tu te bats parce que ça te transforme en quelque chose d'inarrêtable. Quelque chose que même toi, tu commences à peine à entrevoir. Quand tu atteins la fin de ton adolescence, tu as acquis une certaine réputation, quelque part entre prodiges de l'épée redoutable et ce type légèrement terrifiant qui pourrait manger des clous au petit déjeuner. Ce qui te distingue vraiment, ce n'est pas seulement ton palmarès de combat. C'est le fait que tu refuses de faire ce que tout le monde attend. Tu ne jures fidélité à aucun seigneur. Tu ne te lies à aucun dojo ou groupe de guerre. Tu es fièrement et obstinément un ronin, un samouraï sans maître. Dans une culture où les personnes que tu sers sont presque plus importantes que la personne que tu es, c'est un peu comme se pointer à un banquet royal en haillons bleus et défier l'hôte à un bras de fer. Les samouraïs respectables te regardent comme une sorte de scandale ambulant. Pas de maître, pas de mécène, pas d'adresse permanente. Il doit sûrement être faux. Mais voilà ce qu'ils ne comprennent pas, la liberté est à l'âme la plus tranchante. Sans maître à impressionner, tu ne réponds qu'à toi-même. Sans jeu politique, tu dépenses ton énergie à perfectionner tes compétences au lieu de polir les bottes de quelqu'un d'autre. Sans château à protéger, tu portes toute ta vie sur ton dos. Léger, rapide, prêt. Bien sûr, la vie est dure. Tu ne reçois pas de distribution d'armure fantaisie. Tu n'assistes pas à d'élégantes cérémonies du thé où des femmes nobles gloussent derrière des éventails en soie. Tu n'as même pas un dîner assuré la plupart des soirs. Une semaine mémorable, tu survis entièrement grâce à des radis volés et à des poissons de rivière douteux. Mais ce que tu obtiens est inestimable, la capacité d'évoluer, de t'adapter et de grandir au-delà des limites rigides fixées par la tradition. Partout où tu vas, des seigneurs et des généraux essaient de te recruter. Certains offrent de l'or, d'autres offrent des chevaux fins, des terres, des kimonos en soie. Quelques-uns offrent même des filles, bien que, franchement, compte tenu de ton apparence sauvage et de ton odeur constante de feu de camp, il n'est pas clair si ces offres sont sérieuses ou simplement optimistes. Et à chaque fois, tu t'inclines en quelque sorte et tu refuses, parce que ton chemin n'est pas doré d'or. Il est pavé de sang, de sueur et de révélations silencieuses. Tu n'es pas là pour être le serviteur de qui que ce soit. Tu es là pour maîtriser quelque chose de plus grand. L'art de la guerre, l'art de la stratégie et peut-être l'art de se maîtriser soi-même. Tu es Miyamoto Musashi, sans maître, sans peur et tu ne fais que commencer. Quelque part entre ton 100e duel et ta 1000e piqûre de moustique endormant sous les étoiles, quelque chose change à l'intérieur de toi. Se battre, ce n'est pas seulement une question de force. Ce n'est pas seulement une question de vitesse. Il s'agit de voir le monde différemment. Tu commences à réaliser que l'épée n'est que la surface. Sous chaque choc d'acier se trouve une bataille d'esprit, une conversation silencieuse en feinte, en pression, en rythme et en peur. La victoire n'appartient pas au plus rapide, ni même au plus fort. Elle appartient à celui qui comprend. Alors tu commences à penser différemment. Quand tu approches un adversaire maintenant, tu n'étudies pas seulement sa position ou son épée. Tu l'étudies, lui. Comment il serre les épaules, comment ils clignent des yeux quand ils sont nerveux, comment ils hésitent quand le vent souffle de la poussière sur leur visage. Tu commences à prédire les mouvements avant qu'ils ne se produisent, pas avec de la magie, mais avec une attention brutale à la faiblesse humaine. Tu réalises qu'un duel est gagné bien avant que la première lame ne s'abatte. Il est gagné au moment où ton adversaire doute de lui-même. Il est gagné au moment où il se sent comme une proie et où tu te sens comme la tempête qui s'abat sur lui. À bien des égards, tu arrêtes complètement de combattre des personnes. Tu commences à combattre leurs intentions. C'est alors que tu commences vraiment à te séparer du reste du monde des samouraïs. Alors que les autres sont occupés à mémoriser des techniques anciennes et à polir les mêmes formes d'épées usées, tu inventes quelque chose de nouveau, quelque chose d'effroyablement efficace. Tu transformes le duel en un jeu d'échecs joué à la vitesse de l'éclair. Parfois, tu gagnes avant même que l'adversaire ne réalise que le combat a commencé. Un subtil changement dans ta posture, un sourire, un vrai, ou quelque chose d'assez proche pour leur faire une peur bleue, un mouvement inattendu brisant toutes les règles de style et de tradition. Et quand ils tombent, confus et vaincus, ce n'est pas seulement parce que tu frappes plus fort. C'est parce que tu as vécu un mouvement en avance et qu'ils ne l'ont même jamais réalisé. Tu commences à voir la vie elle-même comme ça. Tout est stratégie. Tout est timing. Tout est l'équilibre entre l'immobilité et une action soudaine et impitoyable. L'épée n'est qu'un outil. La vraie arme est l'esprit. Et le tien, aiguisé par les difficultés, la faim et les combats sans fin, devient aussi mortel que n'importe quelle lame que tu pourrais manier. Quelque part le long des routes sans fin que tu parcours, meurtri,
contusionné et légèrement plus mordu par les moustiques que n'importe quel guerrier légendaire ne devrait l'admettre, tu as une autre réalisation. Pourquoi se contenter d'une seule épée quand on peut en manier deux? Oui, 2 mains, 2 épées. Un concept révolutionnaire que tous les samouraïs corrects, de retour dans leur château poli, railleraient tout en ajustant soigneusement leur armure très formelle et très traditionnelle. Toi, cependant, tu n'as pas le luxe de t'inquiéter de la tradition. Tu t'inquiètes de rester en vie. Tu t'inquiètes de gagner. Alors tu commences à t'entraîner sans relâche. Un katana dans une main, un wakizashi, l'épée la plus courte, dans l'autre. Le cerveau de la plupart des gens se met en court-circuit rien qu'en y pensant. Mais comment parer et attaquer en même temps? Mais les styles, les écoles, les formes sacrées. Pendant ce temps, tu es dans les bois en train de réduire des troncs d'arbres en éclats, apprenant à bouger les deux bras indépendamment, coulant comme de l'eau, imprévisible comme un orage d'été. Au début, c'est maladroit. Tu laisses tomber des épées. Tu trébuches sur tes propres pieds. À un moment mémorable, tu as failli te désarmer toi-même avec toi-même. Mais lentement, douloureusement, quelque chose clique. 2 épées. Pas un chaos désordonné, mais une danse mortelle. Une main dévie, l'autre frappe. Gauche, droite, gauche. Un rythme aussi naturel que la respiration. Tu n'es plus lié par les schémas rigides enseignés dans les dojos. Tu crées ton propre rythme, ton propre style, et bientôt ta technique à 2 épées, le Nito Isehashi Ryu, devient autant une partie de toi que ton propre rythme cardiaque. La beauté de la chose? Personne ne sait plus comment te combattre. Les combattants à une seule épée sont confus. Les lanciers sont frustrés. Les archers n'ont même pas la chance d'être frustrés. Tes ennemis s'attendent à une menace, ils en reçoivent 2. Ils se préparent à un duel à l'épée. Ils sont submergés par un ouragan. Les samouraïs les plus formels secouent la tête avec dégoût, marmonnant dans leur saké à propos du manque de respect envers des siècles de tradition. Mais tu ne les entends pas. Tu es trop occupé à survivre, à gagner, à innover. Tu ne te bats pas pour les points de style. Tu te bats pour te tailler un nouveau chemin à travers un monde rigide et mourant. Un chemin où l'adaptabilité, et non l'ascendance, est la véritable marque de la maîtrise. 2 épées, un seul but, la victoire. Et tu ne fais que commencer. Maintenant, tu t'es taillé une sacrée réputation. Tu es la tempête qui dérive en ville, qui écrase le champion local et qui disparaît avant même que quiconque ne puisse commencer à graver ton nom sur une plaque de bois. Mais finalement, les tempêtes ont besoin de montagnes plus grandes contre lesquelles s'affronter. Entre l'école Yoshio. Le clan Yoshio n'est pas un dojo de village miteux. Ils sont l'élite. Ils sont puissants. Leur nom a du poids à Kyoto, le cœur culturel du Japon. Une ville remplie de robes de soie, de barbes soigneusement taillées et d'égos de la taille de petites montagnes. Les Yoshio n'enseignent pas seulement l'art de l'épée. Ils sont pratiquement une institution. Gagner un duel contre eux serait comme si un groupe de garage débutants s'écrasait dans un opéra royal et volait la vedette, ce qui, naturellement, ressemble exactement au genre de choses que tu ferais. Alors tu marches dans Kyoto, poussiéreux, hirsute et sentant probablement légèrement l'eau de rivière et l'entêtement, et tu lances un défi à Yoshio Soro, le chef de l'école. Soro, étant un homme fier et absolument convaincu que tu n'es qu'un vagabond sauvage avec un désir de mort, accepte. Le combat est fixé. Les formalités sont organisées. Tout le monde s'attend à ce que ce soit une leçon rapide et embarrassante pour toi. Un rappel public que les vrais guerriers ne sont pas vaincus par des ronins sauvages. Tout le monde, sauf toi. Quand le duel arrive, il n'y a pas de discours élaborés, pas de pause dramatique, juste toi, calme comme une pierre dans un lit de rivière, affrontant un maître de l'art de l'épée de la haute société. Et quand le moment frappe, tu n'hésites pas. Tu brises ses défenses comme un typhon à travers un écran de papier. Soro est vaincu. Pas poliment, pas cérémonieusement, brutalement. Le maître Yoshio, autrefois fier, est humilié devant ses élèves, ses mécènes et la moitié des citoyens de Kyoto, avides de commérage. Et toi, tu ne restes pas pour te réjouir. Tu ne te pavanes pas dans les rues en recueillant les applaudissements. Tu acquiesces une fois, tu resserres peut-être ta cape en lambeaux contre la brise et tu te fonds à nouveau dans les ruelles sombres de la ville. Parce que dans ton esprit, il n'y a pas encore de victoire finale. Seulement le prochain duel, seulement le prochain défi. Tu as fissuré les fondations d'un empire. Mais tu sais que les Yoshoka ne laisseront pas cette insulte impunie. Pas sans sang. Et toi, tu es prêt pour eux.
L'école Yoshio ne prend pas bien l'humiliation. Perdre contre un ronin sauvage, un homme qui dort probablement plus près des chèvres que des cris dorés, n'est pas seulement une échymose à leur fierté. C'est une blessure au corps entier. Alors, naturellement, ils font ce que ferait n'importe quelle institution prestigieuse avec un ego meurtri. Ils envoient le frère suivant. Entre Yoshoka de Niro. On pourrait dire que De Niro est la suite plus grande et plus en colère de Soro. Plus de muscles, plus de rage, moins de patience. Il te met au défi de participer à un autre duel formel, déterminé à effacer l'embarras de la famille, de préférence en t'effaçant de l'existence. La ville bourdonne d'impatience. Un autre combat de Musashi. Le guerrier sauvage finira-t-il enfin par rencontrer son match? L'honneur sera-t-il rétabli? Quelqu'un peut-il s'il vous plaît passer le saké? Toi, cependant, tu es aussi calme que jamais. Si Denichiro pense que la colère va gagner ce combat, il n'a clairement pas fait attention. Le jour du duel arrive. La foule se rassemble. Les paris sont placés. Les vendeurs vendent des brochettes de poisson grillé aux spectateurs enthousiastes, car rien ne s'accorde mieux avec un combat mortel qu'une légère collation. Quand Denichiro entre dans l'arène, il ressemble à un nuage orageux sous forme humaine, armé, blindé et débordant de fureur. Toi, tu as à peu près le même aspect que d'habitude. Sandales usées, vêtements simples. Un regard dans tes yeux qui dit « J'ai déjà cartographié 3 façons d'y mettre fin et 2 d'entre elles sont légèrement insultantes. » Le duel commence. Denichiro se précipite, lourd et fort, visant à t'écraser avec une force brute. Mais toi, léger, rapide, stratégique, tu te déplaces juste hors de portée, lisant chacun de ses mouvements comme une pièce mal écrite. Quelques échanges plus tard, c'est fini. Tu portes un coup dévastateur. Denichiro s'effondre. Le dernier espoir des Yoshio s'effondre dans la terre. La foule est à nouveau stupéfaite. Certains halètent, certains applaudissent. Certains reconsidèrent immédiatement leur choix de vie. Le clan Yoshio, autrefois puissant, a maintenant perdu 2 fils au profit d'un duelliste pieds nus et hirsute qui a probablement aiguisé son épée sur un rocher ce matin-là. Et toi, tu ne prononces aucun discours, aucune vantardise fière. Tu te contentes de te tourner et de partir, silencieux, stable, comme une force de la nature qui n'a pas besoin de s'expliquer. Mais au fond de toi, tu sais que les Yoshoka n'en ont pas fini. Il leur reste un dernier geste désespéré et ce sera tout sauf honorable. La défaite pique. La défaite publique et humiliante? Eh bien, ça brûle comme verser du saké sur une plaie ouverte. Et après avoir perdu non pas un mais 2 héritiers à cause de ta lame, l'école Yoshio, autrefois fière, vacille au bord de l'effondrement. Ils ont le choix, accepter les pertes avec dignité ou jeter tous les lambeaux d'honneur qui leur restent dans un feu de joie et tout miser sur une dernière frappe désespérée. Devine quelle option ils choisissent. Les Yoshio déclarent un autre duel, mais cette fois, il ne s'agit pas d'un simple match d'homme à homme. Oh non, ils planifient une embuscade. La cible? Toi, évidemment. Le but? Effacer le sourire suffisant de ton visage et rétablir l'honneur avec une grêle d'épée. Leur stratégie est simple. T'attirer dans un dernier duel contre Matashiro, le nouveau jeune chef de famille. Un enfant à peine assez vieux pour se raser, propulsé en avant comme une figure de proue, tandis que des douzaines de guerriers Yoshio armés se cachent à proximité, prêts à frapper au moment où tu te montreras. Juste? Absolument pas. Mais la justice a cessé de faire partie de la conversation il y a environ 2 frères morts. Maintenant, voici ce qui te fait, toi, tu sais que c'est un piège. Tu peux le sentir comme du poisson pourri à 1 kilomètre. Et que fais-tu? Tu te présentes tôt, avant que l'embuscade ne soit complètement mise en place. Avant que les épéistes cachés ne soient en position, avant que quiconque ne s'y attende. Tu glisses à travers le brouillard du crépuscule comme un fantôme. L'épée déjà tirée. Matishiro a à peine le temps de crier avant que tu ne le réduises en pièces. Une frappe nette et rapide, efficace comme un coup de foudre. Le chaos éclate. Les hommes de Yoshio sortent des ombres comme des fourmis en colère. Des douzaines d'entre eux. Des épées qui brillent, des cris, des jurons, des imprécations contre ton nom. Et toi, tu ne te fiches pas. Tu ne vacilles pas. Tu bouges. Rapide, précis, un flou d'efficacité mortelle. Tu coupes à travers les futures embuscades comme une lame à travers du papier de riz, te faufilant à travers leurs rangs,
disparaissant dans le crépuscule avant même qu'il ne puisse s'organiser. Au moment où il réalise ce qui s'est passé, tu es parti depuis longtemps. Une rumeur chevauchant le vent. L'école Yoshio, autrefois la fierté de Kyoto, s'effondre dans la disgrâce. Et toi, tu ne restes pas pour célébrer. Tu continues à marcher. Parce que pour Miyamoto Musashi, le voyage n'est pas une question de vengeance. C'est une question de perfection. Et la perfection exige plus que la victoire. Elle exige l'évolution. Après le démantèlement de la puissante école Yoshio, ta légende explose comme un pétard dans un village sec. Seulement, au lieu de la crainte et de l'admiration, ton nom porte une nouvelle saveur de peur. Tu n'es plus seulement considéré comme un épéiste dangereux. Tu es autre chose, quelque chose de plus difficile à définir et encore plus difficile à affronter. Le mot se répand dans les provinces comme un feu de forêt. Musashi ne se contente pas de vaincre ses adversaires, il détruit des familles. Un Musashi vaut tout un bataillon. Si vous voyez un homme ébouriffé portant 2 épées et sentant légèrement la boue de rivière, fuyez. Et voici la partie la plus folle. Ce n'est même pas une exagération. À ce stade, on a l'impression que des armées seraient plus aptes à te combattre que des épéistes individuels. Les duels en tête-à-tête? Un jeu d'enfant. Les embuscades? Essayez plus fort. Même des groupes de combattants entraînés peuvent à peine te toucher. Tu as atteint un niveau où t'affronter donne moins l'impression de combattre un homme que d'essayer de se battre à coups de poing contre un orage. Une partie de cela est due à tes compétences, bien sûr. Ta technique à 2 épées, ta stratégie, ta vitesse brute, elles sont inégalées. Mais la vraie arme secrète? La guerre psychologique. La plupart des hommes sont battus avant même de dégainer leur épée. Quand ils entendent ton nom, ils se souviennent des histoires. Le garçon qui a tué un samouraï adulte à 13 ans. Le ronin qui a démantelé les yoshio comme des brindilles cassées. Le vagabond qui utilise n'importe quoi, une rame en bois, une branche au hasard, probablement une oie particulièrement en colère si besoin était, pour remporter la victoire. Ils mettent le pied sur le terrain du duel déjà en sueur, déjà en train de douter. Et le doute, pour toi, sent meilleur que la victoire, parce que tu as appris quelque chose de critique. Une épée peut tuer le corps. Mais la peur tue l'âme. Parfois, tu gagnes des duels sans même balancer. Un adversaire voit ce regard froid et fixe dans tes yeux, cette légère inclinaison de ta tête qui dit « Je t'ai déjà tué dans mon esprit ». Et il s'effondre. Certains se rendent, certains fuient. Quelques-uns chargent courageusement, seulement pour se rendre compte trop tard qu'ils chargent dans une force de la nature. Tu n'es plus seulement Musashi le duelliste. Tu es Musashi la tempête. Musashi l'inarrêtable. Et alors que tu continues à arpenter les routes brisées du Japon, une chose devient claire. Il faudra plus que des nombres, plus que des lames pour t'arrêter maintenant. Avec les yoshio écrasés et ta réputation qui monte en flèche, tu aurais pu faire ce dont la plupart des guerriers rêvaient. Trouver un seigneur riche à servir, gagner un titre fantaisiste, peut-être même dénicher un château avec une plomberie décente. Mais non, tu choisis à nouveau la route, parce qu'au fond de toi, tu sais que les châteaux sont des cages, même s'ils sont tapissés d'or. Et ainsi commence le long chapitre sinueux et étouffé de ta vie, les années d'errance. Tu dérives de province en province comme une lame prise dans le vent. Pas de plan, pas de carte, une seule constante, la recherche de la maîtrise. Partout où tu vas, tu recherches de nouveaux adversaires, de nouveaux styles, de nouvelles idées. Maître d'épée, moine, lancier, bandit. Peu importe qui ou quoi ils sont. S'ils savent quelque chose que tu ne sais pas, tu veux les affronter. Parfois, tu les défies. Parfois, ils te défient. Parfois, tu les rencontres juste en essayant de voler une boule de riz particulièrement juteuse et tu finis par te retrouver dans un duel. La vie de voyage est désordonnée. Ton style évolue encore et encore. Comme une rivière qui creuse de nouveaux chemins à travers la pierre. Tu t'adaptes, tu affines et tu te débarrasses de ce qui ne te sert pas. Tu ne te bats pas en duel pour de l'argent. Tu ne te bats pas en duel pour la gloire. Tu te bats en duel pour le plaisir de devenir. Chaque adversaire est un miroir qui te montre tes propres défauts. Et chaque fois que tu brises ce miroir, tu en ressors plus pointu. Tes vêtements deviennent encore plus rugueux, ton épée encore plus rapide, ton esprit encore plus dangereux. Les gens commencent à raconter des histoires à ton sujet. D'étranges histoires mythiques. Musashi a combattu 3 hommes à la fois en utilisant seulement un éventail.
Musashi a vaincu un maître lancier avec une canne à pêche cassée. Musashi a une fois tellement fixé un ours du regard que l'ours s'est excusé et est parti. Sont-elles vraies? Peut-être, peut-être pas. Mais tu ne prends pas la peine de corriger qui que ce soit parce que tu n'es pas intéressé à polir ta légende. Tu es intéressé à aiguiser ton âme. Et si ce chemin te mène plus profondément dans les forêts, au-dessus des rivières gelées, à travers les cols de montagnes poussiéreux, qu'il en soit ainsi. La route est ta maison maintenant, l'horizon sans fin ton compagnon. Alors que d'autres guerriers lient leur destin à des seigneurs et à des lignées, tu lises le tien seulement à la lame et à la quête sans fin et affamé de quelque chose de plus grand que la victoire, quelque chose comme une véritable compréhension. Et tu sais que tu te rapproches. Au fur et à mesure que les kilomètres s'accumulent et que les saisons se confondent, quelque chose d'inattendu commence à s'agiter au plus profond de ton âme endurcie par la bataille. Une nostalgie pour quelque chose de plus. Pas plus de duels, pas plus de sang, pas même plus de victoires, quelque chose de plus calme, quelque chose de plus profond. L'art. Ça commence subtilement. Après une longue journée d'entraînement ou de voyage, tu te retrouves à ramasser un pinceau au lieu d'une épée. Au début, ta calligraphie ressemble à ce qui se passe quand un chat court sur de l'encre fraîche. Pas exactement de qualité muséale. Mais tout comme avec l'art de l'épée, tu ne t'attends pas à être bon tout de suite. Tu t'attends à devenir bon grâce à la patience, à la discipline, à une pratique acharnée. Bientôt, tu peins des paysages, des collines, des rivières, des oiseaux figés en plein vol. Les coups de pinceau ressemblent presque au mouvement d'une épée, fluide, précis, vivant, et tu réalises quelque chose de profond. Le même esprit qui guide ta lame peut guider ta main. L'art de l'épée et l'art ne sont pas opposés. Ce sont des jumeaux. Les deux exigent de la présence. Les deux exigent de l'équilibre. Les deux exigent la capacité de voir le monde clairement et ensuite d'y laisser une marque avec grâce et certitude. Il n'y a pas que la peinture non plus. Tu sculptes des sculptures en bois. Tu pratiques la cérémonie du thé avec le soin d'un général se préparant à la guerre. Tu étudies la poésie, la philosophie, le bouddhisme zen. Tu deviens étrange, d'une certaine manière, un renin qui peut tuer 10 hommes avant le petit déjeuner et peindre un délicat lavis d'encre d'une branche de fleurs de cerisier pour le déjeuner. Tes pairs ne savent pas vraiment quoi en penser. Musashi, le gars qui a écrasé les Yoshio, le gars qui a combattu Sasaki Kojiro. Il peint maintenant? Certains rient, certains raillent. Tu t'en fous parce que tu vois quelque chose qu'ils ne voient pas. La victoire est temporaire. La maîtrise est éternelle. Une épée gagne des batailles. L'art gagne l'immortalité. Et au fond de toi, tu comprends quelque chose d'encore plus important. Un jour, ton corps faiblira. Ta main d'épée ralentira. Les duels prendront fin. Mais ton esprit, ta vision, cela peuvent perdurer à travers l'encre, à travers le bois, à travers les mots. Tu n'es plus seulement un guerrier. Tu deviens un créateur, gravant ton esprit dans le monde, un coup de pinceau parfait à la fois. Et alors que tu es assis au bord d'une rivière tranquille, le pinceau à la main, un sourire effleure ton visage. Le chemin est plus large que tu ne l'avais jamais imaginé et il ne fait que commencer. Alors que tu t'enfonces dans ta trentaine, avec une traînée d'adversaires vaincus qui s'étend derrière toi comme un défilé particulièrement violent, un nouveau nom commence à atteindre tes oreilles, Sasaki Kajiro. Au début, ce ne sont que des chuchotements dans les auberges enfumées et les carrefours poussiéreux. Il y a un homme avec une lame comme un éclair. Son épée est si longue qu'elle pourrait frapper un oiseau du ciel. Il est invaincu, tout comme toi. Intéressant. Tu n'es pas du genre à te laisser ébranler par la réputation. Après tout, tu es la réputation dont les autres guerriers font des cauchemars. Mais Sasaki Kajiro est différent. Ce n'est pas un maître de dojo arrogant qui attend d'être humilié. Ce n'est pas le garde du corps désespéré d'un noble qui s'accroche aux vieilles méthodes. Il est rapide, mortel, précis et il porte une épée si absurdement longue, le mono-zizo, le séchoir, que tu te demandes à moitié s'il ne compense pas quelque chose. Tu ne le dis pas à voix haute. Ce serait impoli. Le style de Kajiro, la coupe de l'hirondelle, est célèbre. Il imite le mouvement des ailes d'un oiseau. Rapide, élégant, impossible à prédire. Il n'est pas seulement bon. C'est une force de la nature. Un miroir de toi, mais poli, royal, presque civilisé. Et bizarrement, tu es excité. Enfin un vrai défi. Pas un autre crétin pompeux à humilier, pas une autre foule d'amateurs à déjouer,
quelqu'un qui pourrait réellement te forcer à aller plus loin, quelqu'un qui pourrait t'aiguiser d'une manière qu'aucun duel n'a jamais fait. Le mot finit par te parvenir que Kajiro a été nommé maître d'escrime pour un seigneur. Grand honneur, excellent salaire, vêtements neufs. Toi? Tu dors toujours dans des granges, utilisant parfois ta cape de voyage à la fois comme couverture et comme serviette de petit déjeuner. Mais cela n'a pas d'importance parce que tu sais que des chemins comme les tiens et ceux de Kajiro ne sont pas destinés à être parallèles pour toujours. Ils sont destinés à entrer en collision de façon spectaculaire. Les rumeurs gonflent autour de toi comme les nuages qui s'amoncellent avant une tempête. Deux épéistes invaincus. Deux maîtres du timing et de la mort. Deux légendes, mais un seul destin. Et quelque part à l'intérieur, sous le calme et la calligraphie, le vieux feu s'agite à nouveau. Le loup lève la tête. La lame bourdonne d'anticipation. Tu souris faiblement parce que tu sais ce qui va arriver et tu es prêt. Le défi n'arrive pas enveloppé d'or ou chanté par des héros. Il arrive dans des mots calmes et sérieux transmis par des messagers prudents. Sasaki Kojiro a accepté. Il te rencontrera sur le champ de bataille. Pas de politique, pas de seigneur, pas d'armée, juste deux hommes, deux lames et une promesse suspendue dans l'air humide. Le duel est organisé sur une minuscule île rocheuse dans le détroit de Kanman, Ganryujima, assez éloignée pour assurer l'intimité, assez plate pour un combat propre, assez spectaculaire pour que les dieux eux-mêmes tirent une chaise pour regarder. Tu entends les détails avec le même calme que tu portes depuis des années. Là où d'autres feraient les 100 pas nerveusement en aiguisant leurs lames et en écrivant des lettres d'adieu larmoyantes, tu hausses à peine les épaules. Défi accepté. Tu te prépares quand même, mais pas de la manière dont tes ennemis s'y attendraient. Tu ne passes pas des nuits blanches à polir ton armure. Tu ne composes pas de poèmes de mort élaborés ou ne t'embêtes pas avec des vêtements de cérémonie. Tu ne prends même pas la peine de te faire couper les cheveux, à en juger par l'homme sauvage que tu portes ces jours-ci. Au lieu de cela, tu aiguises ton esprit. Tu étudies Kojiro comme un chasseur étudie une proie dangereuse. Tu apprends son timing, sa technique, ses habitudes. Rapide, précis, mortel à mi-distance. Bien, parce que tu as déjà décidé que tu ne vas pas combattre Kajiro à son propre jeu. Ce serait un suicide. Tu vas changer complètement le jeu. Tu demandes un petit bateau pour t'emmener sur l'île le jour du duel. Tu sculptes une épée en bois, un bokken, à partir d'une rame. Pendant le trajet, une simple pièce de bois à peu près de la longueur de la lame absurdement longue de Kojiro. Pas d'acier poli, pas d'armure étincelante, juste du bois brut et une intention aiguisée. Parce que tu comprends quelque chose que la plupart des guerriers n'apprennent jamais. La victoire ne consiste pas à utiliser la meilleure arme. Il s'agit d'utiliser le meilleur esprit. Alors que tu navigues vers l'île, le vent dans tes cheveux et le sel sur ta peau, tu le sens. Le calme avant la tempête. La tension enroulée de deux titans sur le point d'entrer en collision, la certitude tranquille et excitante que ce jour, ce combat, résonnera à travers le temps. Et tu souris un peu parce que tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour gagner. Le bateau comme contre le rivage de Ganryujima. Et tu sors, berçant ton épée en bois de fortune, une rame sculptée, brute et non polie, sentant encore légèrement l'eau de rivière et l'entêtement. De l'autre côté de la plage, tu le vois, Sasaki Kojiro. Il attend déjà. Grand, mince, composé, vêtu d'élégants robes, portant son célèbre mono Zizo, le séchoir, une épée si longue qu'on dirait qu'elle appartient au mât d'un navire, pas à un duel. Il est poli, préparé, parfait. Et toi, tu as l'air de t'être perdu sur la plage par accident après une nuit particulièrement animée dans une taverne. La foule, serviteurs, témoins, pêcheurs curieux, murmurent en te voyant. Certains ricanent. Certains secouent la tête. Il est en retard. Il est irrespectueux. Il est armé d'un bâton. Les lèvres de Kajiro se contractent en un rictus. Il est déjà en colère, déjà déséquilibré. Bien. Tu l'as voulu ainsi. Tu n'es pas arrivé en retard par arrogance. Tu es arrivé en retard pour le perturber, pour briser son rythme avant même que les lames ne se croisent. Parce que tu comprends qu'un duel ne se gagne pas quand les épées frappent. Il se gagne au moment où l'adversaire perd le contrôle de son esprit. Kajiro, incapable de se contenir, dégaine son épée massive dans un mouvement fluide et magnifique. On dit que la coupe de l'hirondelle, sa technique signature, peut sectionner les ailes d'un oiseau en plein vol, rapide, précis, incroyablement mortel. Mais alors qu'il bouge, quelque chose se produit.
quelque chose de subtil, quelque chose de critique. Il hésite, juste pendant un clin d'œil, décontenancé par ton apparence en lambeaux, ton audace, la vue absurde d'un homme avançant calmement avec un bokken. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Tu te précipites en avant plus vite qu'un faucon attaquant. Ton épée en bois siffle dans l'air salé. Un seul coup parfait. Le craquement du bois contre le crâne résonne à travers l'île. Kajiro s'effondre. Instantané. Final. Le puissant Sasaki Kajiro, le coupeur d'hirondelles, le maître d'escrime, la légende invaincue, gît brisé sur le sable. Le silence tombe. Les bouches restent ouvertes. Les pêcheurs cessent de mâcher leurs boules de riz à mi-chemin. Même les mouettes semblent momentanément stupéfaites. Et toi, tu baisses ta rame, respirant régulièrement, le cœur calme. Un autre duel, une autre victoire. Mais quelque chose dans l'air est différent, plus lourd. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas seulement vaincu un épéiste. Tu as mis fin à une époque. Et au fond de toi, tu sais que la victoire n'aura plus jamais le même goût. Ganryujima reste silencieuse après l'affrontement. Les vagues lèchent paresseusement le sable parsemé de sang. Le vent chuchote à travers l'herbe, comme s'il avait peur de déranger ce qui vient de se passer. Tu te tiens au-dessus du corps tombé de Sasaki Kajiro, la rame en bois brut toujours lourde dans ta main. Victoire complète, indéniable. Mais alors que l'adrénaline s'estompe, quelque chose de plus froid s'infiltre dans tes os. Tu regardes autour de toi. Les témoins, les serviteurs samouraïs, même les pêcheurs, te fixent tous comme s'ils voyaient un fantôme. Pas un homme. Il n'y a pas d'acclamation triomphante, pas de cri de fête, seulement le silence. Un silence lourd et incertain qui s'accroche à ta peau plus étroitement que la sueur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas juste un autre duel. Ce n'était pas un champion local ou un héritier arrogant que tu as battu. C'était lui, Sasaki Kajiro, le saint de l'épée à part entière, le seul homme qu'il pensait pouvoir se tenir à ton égal. Et maintenant, il gît là, affalé comme un éventail brisé. Tu réalises quelque chose à ce moment-là, quelque chose que tu n'avais pas vraiment compris jusqu'à présent. À une certaine hauteur, il n'y a plus de rivaux. Il n'y a plus d'égaux. Juste un sommet solitaire au-dessus des nuages et toi debout là, seul. Tu te tournes sans cérémonie et t'éloignes, laissant derrière toi le corps, laissant derrière toi les escaliers, le jugement, les légendes chuchotées qui commencent déjà à germer comme des mauvaises herbes dans le sable. Alors que tu montes à bord du petit bateau pour retourner sur le continent, la rame en bois transformée en épée claque contre le côté du navire, maladroite et déplacée, tout comme tu te sens à l'intérieur. Le batelier, un vieil homme aux mains burinées, se leva silencieusement, n'osant pas parler. Tu fixes l'île qui rétrécit, une petite tache de terre où deux destins se sont affrontés et où un seul a survécu. Ganryujima sera à jamais lié à ton nom. Les poètes la chanteront. Les scribes l'exagéreront. Les vieillards en discuteront dans les auberges enfumées que tu ne visiteras jamais. Mais toi, tu ne ressens aucune joie, aucune fierté, seulement un sentiment de quelque chose d'irréversible. Le chemin que tu empruntes maintenant n'est pas le chemin d'un épéiste en quête de gloire. C'est le chemin d'un épéiste en quête de sens. Dans un monde où il reste de moins en moins d'adversaires, la rame craque, l'eau miroite, le vent emporte ton nom à travers les vagues et tu te demandes tranquillement ce qu'il reste à conquérir quand tu as déjà tout vaincu. La mort de Kojiro plane dans l'air longtemps après que tu aies quitté Ganryujima. Pas comme un triomphe, pas comme un trophée, mais comme un poids. Tu essaies de l'oublier au début. Un autre duel, une autre victoire, comme les douzaines d'autres avant. Mais celui-ci est différent parce que Kojiro n'était pas un voyou d'un village perdu. Ce n'était pas un maître de dojo trop confiant avec plus de fierté que de compétence. C'était un véritable épéiste. Un miroir de ta propre poursuite incessante de la maîtrise. Et tu l'as tué. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Tu as brisé un homme qui, si le monde avait été plus gentil, aurait pu se tenir à tes côtés, pas en face de toi. Les gens célèbrent, bien sûr. Ils racontent l'histoire de 100 façons différentes. Musashi est arrivé en retard pour déstabiliser Kajiro. Musashi a sculpté une épée en rame en chemin juste pour se moquer de lui. Musashi l'a frappé avant même que Kajiro ne puisse cligner des yeux. Les contes deviennent plus grands, plus forts, plus ridicules. Le mois prochain, quelqu'un prétendra probablement que tu es allé sur l'île à dos de poissons géants et que tu t'es battu avec un tronc d'arbre. Tu entends ces histoires. Tu souris même à quelques-unes d'entre elles.
Mais au fond de toi, rien de tout cela ne ressemble à une victoire. Cela ressemble à la fermeture d'une porte que tu ne pourras jamais rouvrir. Avec Kajiro disparu, le monde semble plus petit, plus terne, un peu plus vide. Parce que maintenant tu sais qu'il reste de moins en moins d'hommes capables de rencontrer ta lame avec une véritable compréhension, moins de ceux qui peuvent danser sur le bord de la mort avec toi, en voyant la même vérité belle et terrifiante. Tu n'as pas seulement vaincu Kajiro. Tu lui as survécu. Et d'une manière ou d'une autre, cela ressemble à un fardeau plus lourd. Tard dans la nuit, assis près d'un feu de camp solitaire, tu te surprends à rejouer le combat dans ton esprit. Pas avec des regrets, pas avec de la culpabilité, mais avec une sorte de respect douloureux. Kajiro était ton plus grand défi et maintenant c'est un fantôme qui marchera à tes côtés pour le reste de tes jours. Tu fixes les flammes. La route à venir s'étend plus loin, plus solitaire, plus silencieuse, et quelque part à l'intérieur, tu comprends, plus tu revendiques de victoire, plus tu hérites de solitude. Ce ne sont pas les duels qui seront ta perte. C'est le vide qu'ils laissent derrière eux. Après Ganryujima, le monde te salue comme étant imparable. L'épéiste qui a vaincu Sasaki Kojiro. Le ronin qui ne craint rien. La légende qui marche parmi les mortels. Et pourtant, malgré toute l'admiration, toute la fascination murmurée qui traîne sur tes pas comme de la poussière, tu ne ressens rien. La victoire avait l'habitude de brûler vivement dans ta poitrine. Un feu alimenté par le frisson de la survie. La soif de maîtrise. Maintenant, elle vacille bas, privée de sens. Tu erres dans des villages où des enfants font semblant d'être toi, brandissant des bâtons et criant ton nom. Dans les auberges, les ivrognes lèvent leur coupe en ton honneur, filant des contes si grandioses que même toi, tu ne te reconnaîtrais pas en eux. Musashi a combattu 10 hommes à la fois et n'a pas renversé une goutte de son thé. Il peut trancher une feuille qui tombe en 2 à 20 pas. Il a une fois battu tout un dojo en n'utilisant rien d'autre que son regard. Tu souris poliment quand tu entends ces histoires. Tu acquiesces, tu t'inclines, tu bois leur vin de riz, mais à l'intérieur, c'est comme mâcher des cendres parce que tu connais la vérité qu'ils ne connaissent pas. Les duels n'ont jamais été une question de gloire, jamais une question de construction d'une légende. Ils étaient une question de poursuite, l'interminable, douloureuse, magnifique poursuite de quelque chose de parfait, de quelque chose d'entier. Et maintenant, cette poursuite semble creuse. Tu avais l'habitude de rêver d'adversaires dignes de toi. Maintenant, tu rêves de rivières calmes, de chemins vides, du vent à travers les pins. Parce qu'il ne reste plus d'adversaires à chasser. Le monde est trop petit maintenant, trop fragile. Tu regardes d'autres guerriers polir leur armure, polir leur réputation, chasser les titres et courtiser la faveur. Tu te sens comme un loup parmi les chiens de maison. Tu n'as pas ta place dans les cours ou les châteaux. Tu n'as pas ta place sur les trônes ou sous les bannières. Tu n'appartiens nulle part et partout. La victoire, tu réalises, est une étrange sorte de mort. La mort de l'effort, la mort de la faim. Tu as trop gagné. Et le prix à payer est la solitude. Une solitude profonde et vaste qu'aucune boisson, aucune chanson, aucune foule en liesse ne peut jamais combler. Alors tu continues à marcher. Pas vers la gloire, pas vers la bataille, mais vers quelque chose de plus calme, quelque chose que tu peux presque entendre sur le bord du vent, un murmure d'un type de maîtrise différent, une maîtrise non pas des autres, mais de toi-même. La route s'étend, mais tes pas commencent à ralentir, pas à cause de l'âge. Ton corps est toujours vif, tes réflexes toujours plus rapides qu'un serpent qui frappe. Non, c'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qui tire les ficelles de ton âme, chuchotant que les batailles que tu dois mener maintenant ne sont plus là-bas. Elles sont à l'intérieur. Tu commences à te retirer de la vie de duel sans fin. Non pas parce que tu crains la défaite, mais parce que la victoire ne t'alimente plus. Tu as tué des géants. Tu as conquis des maîtres. Et ce faisant, tu réalises que le seul véritable ennemi qui reste est toi-même. Tu passes plus de temps seul maintenant. Des jours, des semaines, voire des mois à errer dans les montagnes et les forêts en solitaire. Pas de foule, pas de défi, juste le bambou qui chuchote, les rivières qui coulent, le ciel infini et attentif. L'épée reste à tes côtés, mais tu la dégaines de moins en moins. Au lieu de cela, tu traces de l'encre sur du papier, créant une calligraphie qui coule comme de l'eau. Tu sculptes du bois, façonnant des figures non pas pour tuer, mais pour créer. La même discipline qui a aiguisé ton tranchant de tueur se tourne maintenant vers l'intérieur, aiguisant ton esprit. Tu étudies le bouddhisme zen plus profondément, non pas dans des temples enfumés,
mais seul à travers l'expérience. Tu médites sous des cascades. Tu jeûnes jusqu'à ce que ton corps se sente plus léger que l'air. Tu restes parfaitement immobile, des heures passant comme des secondes. Tu commences à comprendre que la maîtrise n'est pas une question de domination. Il s'agit d'harmonie, d'équilibre, de savoir quand frapper et quand ne pas le faire. Tu réalises que le duel parfait n'est pas celui où tu écrases ton adversaire. C'est celui que tu n'as jamais à combattre. Le conflit, tu vois, est une vague. La véritable maîtrise, c'est s'écarter avant qu'elle ne s'écrase. Le loup sauvage qui a déchiré les meilleurs épéistes du Japon est toujours à l'intérieur de toi. Mais maintenant, il est assis calmement au bord de ta conscience. Non pas en cage, non pas brisé, apprivoisé non pas par la peur, mais par la sagesse. Les gens te recherchent toujours, bien sûr. De jeunes têtes brûlées qui veulent se tester. De vieux maîtres désespérés de goûter une dernière fois à la gloire. Parfois, tu les combats. Parfois, tu les renvoies avec un mot, un regard. Et dans les deux cas, tu es victorieux. Parce que la bataille pour ton âme, la bataille la plus difficile de toutes, est celle que tu commences enfin à gagner. Finalement, même la route semble trop fréquentée, même les montagnes trop bruyantes. Tu as besoin d'un endroit plus calme, d'un endroit où les dernières distractions, la gloire, le souvenir, même l'ambition, ne peuvent pas te trouver. Alors tu te retires dans une grotte. Pas un grand temple, pas un château sur une colline. Une simple grotte froide et humide creusée dans le flanc d'une montagne solitaire. Son nom est Réando, la grotte du rocher de l'esprit. Bien trouvé. Tu emportes peu avec toi. Quelques rouleaux, un pinceau et de l'encre. Tes épées, bien sûr, mais elles restent dans leur fourreau, ramassant la poussière alors que les jours se fondent en moi. À l'intérieur des murs de pierre, tu n'es plus Musashi le guerrier. Tu es Musashi l'étudiant, un étudiant de l'immobilité, un étudiant de la mort, un étudiant de la vie elle-même. La grotte t'enseigne différemment de ce que l'épée n'a jamais fait. Elle t'enseigne la patience, la façon dont l'eau qui goutte creuse la pierre la plus dure. Elle t'enseigne l'humilité, quand même les araignées qui tissent des toiles paresseuses au-dessus de ton tapis de couchage semblent plus sages que le bavardage de l'ambition humaine. Et surtout, elle t'enseigne la perspective. Pour la première fois, tu vois vraiment les duels, les victoires, les écoles brisées et les seigneurs humiliés. Ce n'étaient que des ombres sur le mur. La vraie bataille n'a jamais été avec eux. Elle a toujours été avec toi-même. Tu écris avec fièvre dans la faible lumière, rédigeant des essais sur la stratégie, la philosophie, l'esprit et le vide qui relient toutes choses. Chaque mot est un duel contre l'ignorance. Chaque phrase est une parade contre l'ego. Ton pinceau devient ton épée maintenant. Rapide, délibéré, impitoyable contre le mensonge. Dans le silence de Réando, tu entends enfin la faible musique qui jouait toujours sous le choc de l'acier. La chanson de la maîtrise, de l'équilibre, de la compréhension. Des gens viennent parfois te chercher. Des étudiants curieux, des challengers potentiels, des pèlerins espérant apercevoir la légende. Tu en rencontres certains avec gentillesse. Tu en renvoies certains avec quelques vérités difficiles, mais surtout tu es seul et tu es en paix avec cela. Parce que tu sais maintenant que la vraie force ne consiste pas à vaincre les autres. La vraie force consiste à maîtriser la seule chose qui compte vraiment, toi-même. Et au fond de toi, sous la pierre et le silence, tu gagnes le plus grand duel de ta vie. Une respiration à la fois. Dans l'étreinte froide de la grotte de Réando, avec le vent qui soupire à l'entrée comme un vieil ami, tu décides qu'il est temps. Temps de transmettre ce que tu as appris. Pas par un autre duel, pas par une autre bataille, mais par des mots. Tu t'assois les jambes croisées sur la pierre nue, le pinceau à la main, l'encre prête, et tu commences à écrire. Le livre des 5 anneaux. Pas un journal. Pas une liste de tes victoires. Un guide. Un manuel d'épée, oui, mais bien plus que cela. Une carte de l'esprit. Un plan pour maîtriser le conflit et maîtriser la vie elle-même. Tu divises tes enseignements en 5 rouleaux, chacun représentant un élément, terre, eau, feu, vent, vide. Chaque rouleau s'appuie sur le précédent. Une stratégie à plusieurs niveaux pour quiconque cherche une véritable compréhension. Le livre de la terre, les fondations, la stabilité, connaître ta position, ton ancrage, que ce soit dans la bataille ou dans la vie. Le livre de l'eau, l'adaptabilité, la flexibilité, se déplacer autour des obstacles, traverser les défis plutôt que de s'y écraser. Le livre du feu, l'agression, le timing,
savoir quand frapper, quand déchaîner la force sans hésitation. Le livre du vent, la perspective, comprendre les forces et les faiblesses des autres. Non pas pour les copier, mais pour mieux se connaître soi-même. Et enfin, le livre du vide, le plus mystérieux de tous, l'espace entre la pensée et l'action, l'état de pure conscience où la maîtrise vit vraiment. Tu écris simplement, sans fioriture. Pas besoin de grands mots. La vérité n'a pas besoin de décoration. Chaque ligne est martelée comme une lame sur une enclume. Direct, pointu, testé dans la fournaise de la vraie bataille et la sagesse durement acquise. Tu n'écris pas pour la gloire. Tu n'écris pas pour impressionner les érudits. Tu écris parce que le chemin que tu as parcouru t'a montré quelque chose de précieux. Et ce serait un crime de laisser cela mourir avec toi. Chaque coup de pinceau ressemble à insuffler la vie à un second soi. Un musashi qui perdurera longtemps après que tes os seront réduits en poussière. Tu sais que la plupart le comprendront mal. Certains effleureront la surface. Quelques-uns en saisiront peut-être les profondeurs, mais c'est suffisant, parce que la maîtrise n'a jamais été destinée au plus grand nombre. C'est un chemin étroit emprunté par les quelques-uns qui sont prêts à endurer, à souffrir, à s'aiguiser contre le monde jusqu'à ce qu'il soit des lames sous forme humaine. Et alors que tu pointes la dernière ligne sur le dernier rouleau, tu poses ton pinceau et tu souris. Ton plus grand duel est terminé. Ton héritage est écrit. Les saisons tournent à l'extérieur de l'entrée de la grotte. Les feuilles tombent, les rivières gèlent, les fleurs éclosent et tu le sens au plus profond de tes os. La fin est proche. Pas un ennemi soudain à déjouer. Pas une attaque sournoise apparaît. Non, c'est le seul adversaire qu'aucune épée ne peut vaincre, la mort. Tu l'accueilles de la même manière que tu as accueilli chaque adversaire, avec calme, avec respect, sans peur. Ton corps, autrefois mince et incassable, est devenu plus lent. La main qui sculptait des légendes à partir de l'air tremble maintenant légèrement en soulevant un pinceau. Les kilomètres infinis que tu parcourais autrefois sans réfléchir pèsent maintenant plus lourd sur tes jambes. Mais ton esprit est plus clair que jamais. Tu ne t'accroches pas à la vie comme un avare s'accroche à ses pièces. Tu ne t'emportes pas contre la lumière qui s'éteint. Au lieu de cela, tu te prépares comme le fait un vrai guerrier, délibérément, honorablement. Tu façonnes ta propre mort comme tu as façonné tes duels, avec précision, avec dignité, avec une conscience totale. Tu te vêts de tes plus beaux vêtements, pas les robes d'un seigneur, mais des vêtements simples et propres dignes d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Tu t'assois les jambes croisées, tes épées à tes côtés, une main sur ton katana, une main reposant doucement sur ton wakizashi, pas pour te battre, pour honorer. Les deux lames qui t'ont servi à travers 1000 batailles méritent de témoigner de ton dernier souffle. Tes élèves, les quelques-uns en qui tu as confiance, se rassemblent silencieusement à l'extérieur de la grotte. Ils regardent non pas avec tristesse, mais avec vénération, parce qu'ils comprennent. Ce n'est pas une mort de défaite. C'est une mort de maîtrise. Tu fermes les yeux. Tu inspires l'air de la montagne, frais, vif, vivant. Tu senses le pouls de la terre sous toi. Tu senses le sang ralentir dans tes veines. Pas de peur, pas de regret, seulement de l'acceptation, seulement de la paix. Dans un dernier mouvement régulier, tu restes parfaitement immobile et tu passes de ce monde. Un guerrier jusqu'à la fin. Pas de drame, pas de prise désespérée à la vie. Seulement de l'immobilité, seulement de la force. Miyamoto Musashi meurt comme il a vécu, invaincu, incassable, indompté. Et alors que ton esprit dérive au-delà du voile, quelque part au loin, un millier de fleurs de cerisier dérivent sur le vent et l'épée se tait. Longtemps après que ton corps se soit fondu dans la terre tranquille, ton nom refuse de mourir. Il s'accroche aux montagnes. Il chevauche les rivières. Il résonne dans les halls des guerriers et des érudits. Miyamoto Musashi, l'homme qui a vécu selon les règles de personne, qui a tracé son chemin avec une lame et un esprit, qui a transformé les batailles en art et la solitude en un royaume. Il raconte ton histoire de manière à la fois grandiose et étrange. Certains disent que tu as combattu une centaine d'hommes à main nue. Certains disent que tu pouvais tuer un oiseau en plein vol avec un seul lancer d'une épée en bois. Certains disent même que tu étais à moitié démon, né non pas d'une femme, mais de la tempête elle-même. Toi qui dormais autrefois sous les arbres avec rien d'autre que tes épées et une volonté tenace, tu vis maintenant dans l'encre et la légende à travers des rouleaux, des peintures, des romans, des pièces de théâtre. Ton livre des 5 anneaux devient un trésor non seulement pour les épéistes, mais aussi pour les généraux, les hommes d'affaires, les philosophes, tous ceux qui cherchent à maîtriser le conflit, la maîtrise ou même eux-mêmes.
Dans un monde qui change à chaque saison qui passe, tes enseignements restent obstinément vrais. Observe clairement. Agis de manière décisive. Adapte-toi comme l'eau. Frappe sans hésitation. Connais-toi parfaitement. Tu deviens plus qu'un guerrier. Tu deviens un idéal, un symbole de la lutte éternelle entre la discipline et l'instinct. Un rappel que la vraie maîtrise ne consiste pas à battre le monde, mais à maîtriser la tempête intérieure. Des statues sont érigées en ton honneur. Des épées sont nommées d'après toi. Des jeux vidéo, des mangas, des films. Ton esprit trouve de nouvelles formes que tu n'aurais jamais imaginées, combattant à travers les écrans et les pages. Mais rien de tout cela ne saisit toute la vérité. Parce que le vrai Musashi n'est pas l'homme avec 2 épées se tenant triomphant au-dessus des ennemis brisés. Le vrai Musashi est l'homme dans la grotte, le pinceau à la main, écrivant des mots pour un avenir qu'il ne verrait jamais. L'homme qui a compris que la force sans sagesse est creuse. Que la vie sans réflexion est une lame sans tranchant. Tu es plus que des victoires. Tu es plus que des batailles. Tu es un chemin, une question, un miroir tendu à quiconque ose marcher seul. Et alors que les siècles passent, que les royaumes s'élèvent et s'effondrent, une chose demeure. Ton histoire chuchote toujours à ceux qui sont assez audacieux pour écouter. Marche sur le chemin, affronte-toi. Deviens plus. Et quelque part au fond du silence entre les battements de cœur, l'esprit de Musashi sourit. Si quelqu'un devait demander des centaines d'années après ta mort quelle était la plus grande leçon de Musashi, il pourrait s'attendre à des contes d'art de l'épée, de technique, de brillance en duel. Et il n'aurait pas tort, mais il n'aurait pas raison non plus. Parce que ta plus grande leçon n'était pas de savoir comment gagner un combat. C'était comment vivre et comment mourir sans peur. Tu as enseigné que la maîtrise n'est pas seulement une question de vaincre les autres. Il s'agit de vaincre la faiblesse en soi. La peur de l'échec, la soif d'approbation, le besoin désespéré de s'accrocher au confort et à la certitude. Tu as montré que pour marcher sur le vrai chemin, il faut être prêt à le marcher seul, sans titre, sans applaudissements, sans même la promesse du succès. Tu dois être ton propre maître, ton propre rival, ta propre flamme dans l'obscurité. À travers tes batailles, à travers ta solitude, à travers la grâce simple et féroce de ta vie, tu as enseigné cette vérité inébranlable. La force sans but est creuse. L'habileté sans esprit est dénuée de sens. La victoire sans honneur est cendre. Les duels n'ont jamais été le but. Le sang versé, les réputations brisées. Ce n'était que des échos d'une lutte plus profonde. Le véritable ennemi a toujours été à l'intérieur. Les doutes, les peurs, les illusions et tu les as conquis non pas par la force brute, mais avec clarté, avec patience, avec une honnêteté implacable et impitoyable. Ton livre des 5 anneaux n'est pas un livre sur comment tuer. C'est un livre sur comment vivre stratégiquement, sagement, courageusement. Même aujourd'hui, quand un jeune combattant lasse ses gants ou qu'une âme fatiguée fait face à un carrefour ou qu'un esprit tranquille cherche un sens dans un monde bruyant, ton esprit est là. Ne criant pas, ne se vantant pas, juste debout silencieusement au bord du chemin, acquiesçant une fois comme pour dire, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Maintenant, marche. Ta vie était une bataille. Ta mort était une méditation et ton héritage est un appel, un défi qui s'étend à travers les siècles à quiconque est assez audacieux pour l'entendre, soit comme Musashi non pas parce qu'il n'a jamais perdu, non pas parce qu'il n'a jamais eu peur, mais parce qu'il a choisi chaque jour de se maîtriser. Et c'était, en fin de compte, la plus grande victoire de toutes.